Salut à tous, aujourd'hui comme promis, on va s'attarder sur l'ensemble des jeux programmés par un certain Jean-Philippe Biscay. La semaine dernière, nous avions consacré tout un épisode au célèbre Billy la banlieue, titre mythique à bien des égards, nous y reviendrons. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est son auteur. Jean-Philippe s'est révélé être, dès sa plus tendre enfance, un sacré bidouilleur. Il s'amusait déjà à synchroniser les passages à niveau de son train électrique et à rajouter des feux de signalisation. Plus tard, ce seront ses amplis de guitare qu'il prendra plaisir à souder pour amplifier la réverbération. Son attirance pour les circuits électriques, puis l'électronique, le pousse à se procurer un ZX Sinclair et à apprendre la programmation. Avec son ami Philippe Taupin, ils programment ensemble leur premier jeu, Saga, qu'édite en 1985 Air Informatique. La firme étant satisfaite du travail des deux jeunes hommes, elle leur procure à chacun un Amstrad CPC 464, une machine alors renommée pour ses capacités techniques, offrant de ce fait bien plus de liberté dans la programmation afin qu'ils puissent pleinement exprimer leur créativité. C'est ainsi que débute la carrière vidéoludique de Jean-Philippe Biscay, qui développera pour l'Amstrad tout un tas de jeux. Et justement, nous allons donc revenir sur chacun d'entre eux. Le problème qui se pose alors à Jean-Philippe Biscay et son ami Philippe Taupin, c'est qu'il faut apprendre à se servir de la machine, à programmer avec. Pour s'exercer, il développe donc un petit jeu intitulé Gutter. L'idée est toute simple, une bille glisse dans une gouttière, avec une touche il est possible de la faire vriller vers la droite, avec une autre vers la gauche. Mais le principe d'une gouttière, c'est qu'elle est incurvée et que la bille revient donc irrémédiablement en son centre. Il faut donc agir intelligemment sur celle-ci et s'en servir pour détruire sur son passage les rois, les dames et les fous pour obtenir un maximum de points, en évitant soigneusement les moines et les bourreaux qui nous feront perdre la partie. Bon, c'est un petit jeu simpliste, sans grande ambition, qui n'aura certainement pas marqué la ludothèque de l'Amstrad. Mais les deux amis se sentent à présent à l'aise avec l'engin et sont donc prêts à travailler sur un concept plus ambitieux. Voici donc l'idée pour leur nouveau titre, incarner un plongeur qui s'enfonce dans les profondeurs de l'océan à la recherche du trésor des Atalantes. On se croirait dans un roman de Jules Verne. Le concept est novateur, puisqu'il ne se situe pas dans l'espace, comme d'innombrables autres titres du genre. Le gameplay est donc centré sur l'exploration, ces fonds marins étant immenses. Il faudra donc éviter les poissons, récupérer aux pompes de l'oxygène et se servir des barils pour libérer les passages dans le corail. Le titre propose aussi d'incarner une femme ou un homme, et selon votre choix, la fin ne sera pas la même. Avec l'homme, vous découvrirez le trésor accompagné d'une magnifique sirène, avec la femme, le trésor sera en compagnie d'un magnifique sirène. Oui, c'est un petit peu étrange, mais au moins, il y en a pour tous les goûts. À partir de là, les choses vont changer. Jean-Philippe Biscay et Philippe Taupin sont en désaccord sur plusieurs points, ce qui fait que Jean-Philippe va poursuivre son aventure seul au royaume des 8 bits. Ça ne l'effraie pas véritablement, puisqu'il en profite alors pour développer Billy la banlieue. Seulement, impossible de se mettre d'accord avec Air Informatique sur les conditions d'édition. Jean-Philippe prend donc son Amstrad et quitte la boîte. Il propose le jeu à Loriciel, qui accroche mais qui s'interroge sur l'utilité de ce carré vide en bas à gauche de l'écran. Jean-Philippe explique que le but est d'y ajouter le logo de l'éditeur, ce qui naturellement plaît immédiatement à Loriciel, et Jean-Philippe collaborera avec la firme pour tous ses prochains jeux. Mais revenons sur Billy la banlieue, un titre mettant en abîme le jeu vidéo, puisque Billy vient sur Paris pour retrouver sa petite amie, mais n'hésite pas, entre deux couloirs de métro, à faire une petite partie d'arcade. Il s'agit assez simplement d'un des hits de l'Amstrad CPC que les possesseurs de la machine n'ont certainement pas oublié. Il sera publié en Angleterre et en Espagne, sous le titre de Billy el Barrio Bajero. Jean-Philippe poursuit donc son aventure et revient aux fondamentaux avec la science-fiction et l'espace. Son nouveau jeu se divise en deux parties. La première consiste à abattre toute une tripotée de vaisseaux ennemis, façon Space Invaders. Le souci, c'est qu'ils sont nombreux et de plus en plus rapides, ce qui rend la tâche et donc l'accès à la deuxième partie assez compliqué. Mais une fois débarrassé des ennemis, on atterrit alors sur la planète où l'infâme Zox détient plusieurs otages. Et on change totalement de style de jeu, puisqu'on se retrouve entre action et réflexion dans une sorte de laboratoire où sont retenus les otages qu'il faudra délivrer. D'ailleurs, l'un d'entre eux n'est autre que notre pauvre Billy, ce qui est d'ailleurs un anachronisme, puisque l'action de Billy la banlieue se déroule en 1986, et que Zox se passe en 2099, ce qui veut dire que Billy aurait entre 120 et 130 ans. C'est totalement impossible! Mais à vrai dire, on s'en moque. C'est simplement un clin d'œil et revoir Billy suffit à nous donner le sourire.
C'est assez regrettable que cette première partie soit si difficile, parce que la seconde est bien plus intéressante. Malheureusement, tous les joueurs ne sont pas parvenus à atteindre ce fameux laboratoire. Puis Jean-Philippe va réaliser un jeu en hommage à son fils Charlie. Vous incarnez donc Charlie qui est à la recherche de la cachette des 1000 diamants. Il n'y a qu'un seul moyen pour découvrir celle-ci, récupérer les 7 fleurs miracles à travers le monde. Et pour cela, on va en voir du paysage, mais attention, il faut être équipé, des cabines ou des refuges permettent de se changer, et on ne plaisante pas avec les tenues vestimentaires. Si vous plongez habillé, vous allez immédiatement couler, il faudra avant tout mettre son maillot de bain. Même chose pour l'escalade, dans la montagne, en petite tenue vous ferez pas long feu. Il sera conseillé d'enfiler sa doudoune et son bonnet, le but étant donc de chercher et de récupérer les fameuses fleurs, et celles-ci ne sont pas forcément simples à trouver. Tiens, ici, est-ce que vous la voyez? Je vous laisse chercher, voir si vous avez le regard aiguisé. Ici, oui, bien vu. Il faudra alors escalader, éviter les tirs de nos ennemis pour retrouver les 7 fleurs. Une fois le bouquet en main, les fleurs nous indiquent la direction à suivre avec leurs yeux. Arrivé à l'emplacement, il n'y a plus qu'à creuser pour récupérer les 1000 diamants. Charlie Diams est à mon goût le titre le plus poétique de Jean-Philippe. Il a imaginé, en mettant en scène son fils Charlie, un voyage initiatique à travers le monde, semé d'obstacles avec des adversaires et des conditions climatiques extrêmes, et où nous attend, en faisant preuve de persévérance et de courage, une magnifique récompense, en plus d'un réel sentiment d'accomplissement. Tout cela résonnant comme une métaphore sur ce qui allait attendre le petit Charlie, et plus globalement, tous les enfants du monde. Puis Loriciel vient voir Jean-Philippe et lui explique que Billy la banlieue a quand même très bien marché et qu'il pourrait être sympa d'en faire une suite. Notre jeune programmeur n'en a pas besoin davantage pour se mettre au travail, seulement, entre vous et moi, je trouve ce jeu assez moyen. Les graphismes ont beau être plus détaillés, les sprites plus imposants, on ne retrouve pas l'ambiance si particulière du premier épisode. Les phases de plateforme sont bien plus complexes et pour terrasser nos adversaires, il n'est plus question de trouver l'objet adéquat, mais de les affronter physiquement. À travers des combats qui se révèlent assez hasardeux, on a aussi de nouveaux jeux d'arcade, mais bien moins célèbres que les fameux Space Invaders ou Breakout. Étant donné le succès d'estime que connut le jeu, en réaliser une suite était tout de même une entreprise délicate et risquée. Le fait est que Jean-Philippe éprouve toujours autant de plaisir à développer ses jeux. Il prépare alors Atomic Driver, un jeu à scoring dans la plus pure tradition arcade. À bord de sa voiture, il faudra, avec l'aide de ses lasers et de divers bonus, vaincre les ennemis que nous croiserons sur notre route, puisqu'au moindre contact avec l'un d'eux, ce sera le game over. Mais c'est avec son prochain titre qu'il marquera une nouvelle fois la ludothèque de l'Amstrad. Il souhaite cette fois-ci que le joueur incarne un personnage féminin, et imagine donc toute une intrigue où l'on doit s'infiltrer dans une ambassade ennemie dans le but d'y délivrer un otage. Loriciel propose à Jean-Philippe de nommer le jeu Mata Hari, en référence à une célèbre espionne néerlandaise. Le jeu est un modèle de game design. Sans la moindre instruction, on comprend rapidement qu'il nous faut des disquettes pour pouvoir emprunter l'ascenseur, que celle-ci se trouve dans des coffres qu'il faudra faire exploser en récupérant et en y installant des dynamites. Pour passer les portes à digicode, il sera nécessaire de menacer les employés afin qu'ils nous divulguent le bon ordre des lettres à entrer. D'ailleurs, si l'envie vous en prend, vous pourrez ensuite les éliminer, simplement pour le plaisir. L'aventure est plaisante à parcourir et c'est assez rare sur Amstrad pour être signalé, c'est plutôt facile, surtout que les ennemis sont assez idiots, il suffit de se baisser et ils sont alors tout à fait incapables de nous atteindre. Et si par malheur une balle perdue ricoche sur vous, vous vous réveillerez dans l'infirmerie. En parvenant à vaincre le médecin dans un combat encore assez aléatoire comme pouvaient l'être ceux de Billy 2, vous pourrez reprendre votre mission là où vous l'aviez laissé. Bon, sauf que moi j'ai jamais réussi à le vaincre. Une fois que vous aurez délivré votre otage, notre espionne perdra un petit peu les pédales, puisqu'elle se mettra nue pour embrasser l'objet de sa mission. En 1990, Jean-Philippe développe Mobileman, un titre empreint de valeurs écologiques. Une planète a été élue dépotoir de toute la galaxie. Le souci, c'est que tout un tas de monstres s'y sont développés. À bord de votre vélo hélicoptère, il faudra donc les éliminer, eux et les fûts nucléaires. À nouveau, notre vie s'estompe à chaque déplacement. Celle-ci n'est plus représentée par un compteur, mais par une barre de vie, plus pratique à visualiser. Heureusement, les brochettes permettent de se ravitailler. L'idée du jeu est toute simple. Les fleurs nous permettent de tirer des missiles de couleurs spécifiques, par exemple l'orange permettra de vaincre tout ce qui est orange, et ainsi de suite. Là encore, on retrouve l'important chez Jean-Philippe du level design, de la nécessité pour le joueur de préparer son parcours et de récupérer astucieusement les fleurs de la couleur dont il aura besoin. Enfin, ces deux derniers jeux seront respectivement une simulation de hors-board réclamée par Loriciel et une de parapente inspirée par son beau-frère qui pratiquait cette activité dans les Pyrénées et lui en parlait énormément.
J'ai pas vraiment pris plaisir sur ces deux titres, assez compliqués à prendre en main, avec une mention spéciale pour le parapente, qui se veut une simulation ultra réaliste. Pour tout vous dire, je ne suis même pas parvenu à passer mon brevet, la première étape du jeu. Je suis même tombé avant d'avoir pu décoller, faut le faire. J'ai essayé de comprendre le principe en lisant la notice, en constatant par exemple que les pentes bien ensoleillées déclenchent des ascendances thermiques, qui permettraient donc de prendre de l'altitude, ou encore que quand le vent frappe un relief, il est dévié vers le haut, mais rien à faire, je finis toujours par chuter. Puis notre programmeur travaillera sur une simulation de pelote basque et une de rafting qui malheureusement ne verront jamais le jour. Et oui, l'Amstrad est alors une machine extrêmement vieillissante. Les nouveaux micro-ordinateurs que le public s'arrache sont l'Amiga et l'Atari ST. Et puis c'est la Mega Drive qui débarque, tandis que les campagnes publicitaires pour la Super Nintendo commencent à pointer le bout de leur nez. Jean-Philippe quittera le monde du jeu vidéo, puisqu'avec ces nouveaux supports, il lui devient alors impossible de développer ses jeux seul, l'aspect artisanal du milieu laissant clairement place à une véritable industrie. Jean-Philippe monte alors sa société et développe des sites internet et logiciels en ligne. Oui, les années 90, c'est Sega, Nintendo et Disney qui vont écraser, de par leurs titres, le monde du jeu vidéo et laisser très peu de place aux éditeurs indépendants. Jean-Philippe Biscay met donc fin à son aventure avec ce que certains appellent la seconde crise du jeu vidéo, où bon nombre de firmes vont s'éteindre, étant incapables de faire le poids face aux Sonic, Mario, Aladdin et autres. Pourtant, Jean-Philippe a bel et bien contribué à l'histoire du jeu vidéo et plus précisément de l'Amstrad CPC, avec des titres où il fut nécessaire pour le développeur de faire preuve de créativité pour contourner la multitude de contraintes qu'imposaient les faibles capacités techniques de la machine. Même si nous pourrions en citer davantage, il y a à mon goût 3 jeux qui représentent la carrière du personnage. Mata Hari pour sa simplicité et son fun, Charlie Diams pour sa poésie, et le grandiose Billy la banlieue pour avoir été l'un des premiers à mettre en abîme le jeu vidéo et pour son ambiance si particulière. Quoi qu'il en soit, Jean-Philippe fait partie des pionniers de l'histoire du jeu vidéo, qui n'avaient alors que leur imagination et leur micro-ordinateur pour proposer aux joueurs de magnifiques aventures. Et pour la joie qu'il a procurée à tous ces joueurs, on le remercie. D'ailleurs, je vous invite vivement à vous rendre sur le site de CPC Power, où vous pourrez retrouver et essayer l'intégralité de ces jeux, avec un bon émulateur. Personnellement, j'utilise Caprice 32, qui est très bien. Allez, vous avez toutes les clés en main pour découvrir par vous-même la ludothèque de l'Amstrad. Du coup, je vous laisse jouer et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous!